Je voulais vous parler donc de 3 thèmes. Le premier thème, c'était donc de parler de la douleur physique, de parler de la douleur psychique, et l'une ne va pas sans l'autre et inversement, et de parler plus personnellement de ce que je traverse depuis bientôt 14 ans ou 15 ans, et comment je fais au quotidien, comment je vois le truc et comment j'arrive à avancer malgré les blocages du quotidien. Voilà. Donc on va commencer par la douleur physique. Je vais vous donner un exemple très simple. Là aujourd'hui on est jeudi. Le jeudi je travaille à l'hôpital. J'ai une chance de fou de travailler là-bas. Je travaille dans un hôpital pédiatrique, c'est-à-dire que c'est un hôpital où il n'y a que des enfants. Il y a différents services là-bas. Il y a un service oncologie, il y a un service de rééducation, il y a un service pour les grands brûlés, il y a un service pour l'obésité infantile aussi. Et donc, je travaille un peu dans tous ces services-là. Et mes interventions, elles sont multiples et finalement, elles sont assez similaires en même temps. C'est-à-dire que salut Catherine, chaque personne est unique. Et malgré tout, chaque histoire est unique, mais la manière de vivre les choses est assez semblable. La manière de les vivre, la manière de les ressentir. Et donc l'approche à travers l'hypnose va forcer ces enfants-là à prendre conscience de comment les choses se fabriquent à l'intérieur d'eux-mêmes. De prendre conscience de comment on se met en place une douleur, quel est en même temps le lien psychique qui s'y rattache, l'état d'esprit pour faire simple, et puis la personnalité aussi de l'individu qui fait qu'en fonction de comment il est câblé, il ne va pas aborder ça de la même manière. Donc je vais vous parler du cas d'un enfant que j'ai vu là ce soir. Et il a été méchamment électrocuté puisqu'il est brûlé à plus de 70% sur tout le corps. Donc il est à l'hôpital depuis janvier. Là on est au mois de mai et je pense qu'il va y rester encore quelques années, le temps qu'on arrive à reconstituer son corps et à ce qu'il guérisse, etc. C'est un peu violent comme truc. Donc je l'ai vu pour la première fois ce soir. Et donc l'idée de l'hypnose pour lui, c'était lui apprendre à gérer la douleur, parce que c'est des souffrances qu'on n'imagine même pas, et qui sont intenses et qui sont surtout quotidiennes. Donc il a bien évidemment des médicaments pour soigner sa douleur autant que possible. Et puis on lui fait des greffes de peau, bien évidemment, pour réussir à reconstituer son derme et son épiderme et faire en sorte qu'on lui ampute aucun membre. Et puis derrière, on lui donne des bains, bien évidemment, mais les bains, c'est une souffrance atroce, systématique, puisque lorsqu'on retire des bandages, il y a des bouts de peau qui partent, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Et donc, quand je l'ai vu, l'idée, c'était de l'aider à anticiper toutes ces peurs et toutes ces terreurs même qu'il a avant un bain, avant un soin, et puis le quotidien où il est allongé dans le lit ou qu'on lui fait faire de la kiné de rééducation. Donc c'est extrêmement compliqué pour lui. Et donc, sa douleur, pour lui, elle est véritablement double. La première douleur, effectivement, c'est de la douleur physique, c'est tout le corps qui souffre et qui est dans une intensité telle que le psychologique, bien évidemment, n'arrive pas à prendre le dessus, ou en tout cas de manière délicate, à moins d'être complètement shooté au médoc. Et donc là, puisque j'y suis que le jeudi, je suis là qu'une journée par semaine, l'objectif c'était de lui montrer que bien évidemment, l'hypnose, c'est un truc très chouette. C'est un truc où à partir du moment où on va accompagner la personne, à partir du moment où on va rentrer en contact physique avec elle, ou en contact visuel, où on est avec l'autre, on décuple la force qui est à l'intérieur de lui. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas là tout le temps, et donc de lui apprendre à s'autonomiser et à gérer autant que faire se peut ce quotidien un peu merdique pour lui qui va être sur une rééducation longue. Donc j'ai donné 2 exercices qui paraissent assez simples, mais pour lui qui sont cruciaux, parce qu'on dépend énormément de choses. Pour lui, ça dépend son bien-être à l'hôpital, son confort, ça dépend aussi de sa manière de vivre ses journées. Imaginez que tous les jours vous vous réveillez en vous disant « Putain, je suis dans un corps de souffrance et ça va encore mal se passer ». Évidemment que c'est délicat et que c'est compliqué. Donc là, la première chose qu'on a fait, ça a été de lui permettre de ressentir son corps et de ressentir réellement la douleur. Prendre conscience que toute cette égrégore, on pourrait dire, de douleur, finalement, elle a un mécanisme qui est propre, elle a
elle a un ordre qui est mis en place à l'intérieur. Il y a des membres qui souffrent plus que d'autres, il y a des zones corporelles qui sont plus délicates que d'autres, et voire même il y a des endroits où il n'y a aucune douleur, où c'est neutre. Et donc en arrivant dans la chambre, j'ai vu que sa mère, elle était tout le temps en train de lui caresser les cheveux comme ça. Une maman qui est pleine d'amour mais qui est complètement terrifiée en même temps. Et donc on a repris ce qu'on appelle les ancrages, on a repris des choses qu'il aime bien sans avoir à lui dire pour le rassurer et pour le conditionner. Donc on a commencé simplement j'ai commencé simplement par lui toucher le cuir chevelu, par le caresser comme ça, et puis en lui parlant, en l'amenant à comprendre qu'il allait devoir gérer seul, parce qu'il allait être seul les 3 quarts du temps, qu'il allait être seul face à sa douleur, qu'il allait être seul face à son appréhension, qu'il allait être seul aussi pendant toutes les étapes, les bonnes comme les moins bonnes. Et donc, on a travaillé 2 protocoles d'auto-hypnose, et il a réagi extrêmement bien. Le premier protocole, c'est, je ne vais pas vous l'expliquer, ça n'aurait pas grand intérêt, mais c'est l'art de regarder un point, fixer un point et de garder les yeux ouverts et de rentrer, et prendre conscience qu'on entre en transe. Et ensuite évaluer tout ce qui change dans le corps. Donc on est dans une phase d'exploration intérieure. Et puis le deuxième protocole, c'était quelque chose qui est beaucoup utilisé en hypnoanalgésie, qui est de l'emmener dans un lieu dit ressource, où on fabrique mentalement de toutes pièces quelque chose ou plutôt quelque part, qui nous fait du bien, on se sent bien, on est qui on veut, on est où on veut. Et donc le corps se détend et on hyper-focalise. En fait, on défocalise complètement, mais on hyper-focalise ailleurs pour pouvoir se sentir mieux que dans ce corps de souffrance. Donc la souffrance physique, si on prend l'exemple de ce jeune homme, mais finalement on est tous plus ou moins à un certain degré de notre vie concernés par ça, elle peut véritablement nous pourrir la vie. Quand on sait qu'on se réveille le matin et que putain, je vais encore avoir des douleurs au genou, ou alors je vais avoir une douleur à l'omoplate, ou j'ai des maux de tête, des céphalées depuis des années. Effectivement, ces douleurs-là, elles sont physiques. Quand je travaille avec des ostéopathes ou des kinés, finalement, le truc, c'est que on va leur permettre de prendre conscience de cette sensation. Et cette sensation, qu'elle soit douloureuse ou pas d'ailleurs, finalement, c'est eux qui la fabriquent. Chaque sensation que j'ai dans le corps, c'est moi qui la fabrique. C'est le fait d'en prendre conscience, le fait de diriger cette sensation en lien avec la manière dont je me sens, qui fait que ça va être neutre, que ça va être douloureux ou carrément extrême. Donc si je suis capable d'en prendre conscience, puisque c'est mon cerveau, c'est mon corps, je dois aussi être capable de transformer la manière de ressentir les choses. Et en ça, l'hypnose, mais pas que, que ce soit la méditation, que ce soit, Ryan a fait beaucoup de séances avec l'EFT par exemple, c'est assez remarquable, ou le MDR qui permet de défocaliser et plutôt de s'intéresser à ce qui se passe dans son univers intérieur. Donc la souffrance physique, elle n'est jamais vraiment que physique. Je peux avoir extrêmement mal, je peux me sentir brûlé, je peux avoir la jambe cassée, etc. C'est ma manière d'aborder cette réalité qui fait que je vais souffrir ou que je vais moins souffrir. Mais le gros du sujet, avant tout, ça va être de l'accepter, cette douleur. Si on n'est que dans de la défocalisation, le moment où je vais revenir à moi, cette douleur continuera d'exister. Donc quand on parle de douleur physique pure, parce que je vais dans tous les sens en même temps, mais j'essaie de créer des liens, mais quand on reste sur la douleur physique pure, en thérapie ou dans nos stages, l'idée c'est toujours de relier ça à une sorte de communication avec l'inconscient. Quand on a une personne qui vient et qui a 2 doigts du burn-out, quand on a une personne qui vient et qui est extrêmement stressée, qui chope tout le temps des angines, qui a tout le temps mal à la tête ou des douleurs dorsales, etc., on va essayer de faire en sorte qu'elle comprenne qu'elle est tout le temps en communication avec son inconscient. Et donc de réaliser ce que son corps, ce que son inconscient est en train de lui dire. Alors vis-à-vis du travail, c'est assez simple. Souvent l'idée c'est de forcer la personne à ralentir, de forcer la personne à la jouer plus cool, ou à mieux communiquer, ou à s'ouvrir plus, etc. Donc c'est assez global, c'est assez simple. Maintenant, quand on est dans des douleurs, comme le petit patient dont je parle, Sinan, l'idée, effectivement, là, il va être bloqué pendant des années dans ce corps de souffrance, ça va être qu'il tire de véritables leçons.
des leçons déjà pour que plus jamais il reproduise ce qu'il a reproduit, mais plutôt qu'il arrive à transformer cette expérience de manière à s'en faire, alors ça dépend, pas forcément une mission de vie, mais en tout cas devenir un exemple pour d'autres. Ça c'est souvent quelque chose qui va les guider, qui va les aider, de réussir à se projeter de manière tellement efficiente que ça va devenir exemplaire pour d'autres et que eux, ça va les stimuler pour réussir à faire mieux que ce qu'ils auraient pu imaginer faire à la base. Donc les douleurs physiques, on évite systématiquement de faire comme si elles n'existaient pas. Quand je travaille à l'hôpital, vraiment l'idée c'est d'épouser cette douleur, de l'accepter et ensuite de réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait. Et le qu'est-ce qu'on en fait, après ça dépend de la créativité de chacun. Mais dès qu'on arrive à ces questions-là, dès qu'on arrive à ces prises de conscience-là, la douleur l'a déjà changé parce qu'on lui a donné un sens. Et c'est tout l'objectif quand on se réveille. Je fais partie, j'en parlerai tout à l'heure, mais de différents groupes sur Facebook reliés à des problèmes pulmonaires. Et très souvent, ce sont des personnes qui ignorent un peu le mécanisme de la douleur et qui restent plutôt bloquées dans ce qui ne va pas. Et on peut facilement tomber en dépression quand on se réveille le matin et qu'on se répète encore que ça va être une journée délicate. Bien évidemment que si on ne cherche pas d'issue, si on ne cherche pas à jouer avec tout ça, ça va être compliqué. Et donc une fois qu'on arrive à ces questions de quel sens je veux donner à cette douleur ou qu'est-ce que l'inconscient essaye de me donner, de me dire, eh ben on est obligé de se rendre compte qu'on est en train de prendre une direction. Et à partir du moment où je prends une direction, il y a déjà plein de choses dans ma vie qui sont en train de changer. Donc par rapport aux personnes qui me regardent et qui ont des douleurs physiques, je le répète parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées, pensez, ou si vous en avez envie, c'est important pour vous, n'hésitez pas à écrire des commentaires ou des questions, qu'on puisse interagir. Les personnes pour qui ces douleurs sont quotidiennes, c'est déjà la réalité. Donc je trouve que c'est déjà très courageux de se réveiller le matin et de se dire que ça va être délicat et que ça va être douloureux et de continuer d'aller se coucher le soir pour se relever le lendemain matin. Mais c'est important de garder la réalité des choses. C'est pas parce que j'ai mal que la vie s'arrête, c'est pas parce que j'ai mal que ma vie sert à rien, c'est pas parce que j'ai mal que je peux pas faire des choses chouettes et que je peux pas échanger avec d'autres. Et puis c'est pas parce que j'ai mal que ma vie est finie. Pas du tout. J'ai même envie de dire que pour moi, le vrai courage, c'est des personnes qui souffrent et qui se réveillent quand même le matin. Parce que de base, aller bien, être en bonne santé et avoir de l'argent, c'est un peu facile. Maintenant, ça nous amène aussi sur, si on prend ces personnes qui souffrent, sur la douleur psychique. La douleur psychique, finalement, qui peut, et qui très souvent d'ailleurs, crée des somatisations et donc des douleurs physiques ensuite, c'est assez multiple. Une douleur psychique, ça peut être une dépression, ça peut être un traumatisme que j'ai vécu, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça peut être une déception aussi. Et de manière répétée, plus ça tourne en boucle dans ma tête, parce qu'effectivement, ce que j'ai vécu a été délicat, a été douloureux, et plus derrière, c'est à peu près le même fonctionnement. Je vais rentrer dans une routine qui fait que ça devient mon quotidien, ça devient ma réalité. Et je vais imaginer que je suis absolument incapable d'en sortir. Comment on fait pour sortir d'une douleur psychique? J'ai envie de dire exactement comme pour chaque problématique, l'objectif, c'est pas de la prendre comme telle. À chaque fois que j'ai une douleur, quelle qu'elle soit, il faut voir ça comme si c'était l'occasion d'apprendre à me connaître. Déjà parce que j'ai pas le choix, donc autant en faire quelque chose. Et puis parce que avoir mal, c'est forcément quelque chose qui travaille à l'intérieur de soi. Soit parce qu'il y a eu trop d'intensité, trop de pression, soit simplement parce que j'ai été aveugle et sourd. Souvent, on dit qu'en hypnose, l'inconscient, vous savez, le concept d'inconscient, le truc un peu mystique où quand il y a l'hypno qui parle à la personne, il y a le bras qui se met à bouger, et puis ou le corps qui se met à bouger, c'est complètement étrange et bizarre. En fait, on pourrait dire que l'inconscient, s'il y a des sportifs qui regardent, ils comprendront bien ce terme-là, l'inconscient, c'est le corps. Et donc, quand j'ai une douleur quelque part, je pourrais forcer autant que je veux, à la fin, c'est toujours le corps qui gagne. Donc l'objectif, ça va être de créer un alliage entre l'esprit et le corps de manière à ce que l'équilibre puisse être trouvé. La douleur psychique, moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est de me dire qu'il y a d'autres personnes qui, dans le monde, ont souffert encore plus et s'en sont sortis. Si eux ont réussi, c'est que ça doit être possible.
Maintenant, ce qui reste à trouver, c'est le chemin. Quand il y a un trauma qui se répète tout le temps, là cet après-midi, par exemple, j'ai fait une démonstration, il y avait 6 jeunes, donc bien évidemment, ils ne voulaient pas donner le détail, ils ne voulaient pas parler devant les autres. Il y en a un qui a levé la main en disant « moi j'aimerais bien travailler un truc, mais je ne veux pas dire ce que c'est ». Et donc, je l'ai pris en démonstration devant tout le monde, et l'objectif c'était de travailler en aveugle. Lui savait exactement de quoi on parlait, l'audience absolument pas, donc pour eux c'était un peu mystérieux. Mais ce qui y avait d'intéressant, c'est que le fait qu'il n'en parle pas l'obligeait à la fois à focaliser pour le côté technique de l'hypnose, et en même temps à imaginer qu'il pouvait avoir une action sur cette fameuse souffrance. Donc je ne sais pas ce qu'il a vécu lui dans le passé, mais ça avait l'air assez douloureux. Et en fait, on a travaillé uniquement de manière technique. C'est-à-dire que comme je ne savais pas de quoi il parlait, on a fait comme s'il était simplement en train de regarder la télévision. Et il avait une télécommande à la main. C'est un jeune, hein. Ça avait été une personne de 70 ans, on aurait utilisé, il se serait levé du fauteuil, il aurait appuyé sur les touches, mais là c'était un peu plus pratique. Et je lui ai fait donc visualiser cette scène sur la télé. Donc déjà on est dans quelque chose où il défocalise, c'est-à-dire qu'il a pris conscience que cette douleur psychique était activée, et c'était lui qui l'activait en permanence à l'intérieur de sa tête. Donc il projette ça sur la télé, et avec sa télécommande, en état d'hypnose, il s'est amusé à jouer sur la saturation, à jouer sur les couleurs, à jouer sur le son, à jouer sur la taille de l'image, à jouer sur toutes sortes de paramètres, de manière à se rendre compte, parce que c'est là où ça devenait intéressant, que ça avait un effet physique sur son corps. Que c'était pas juste, alors je vais bien, tout va bien, et non, on était dans quelque chose de concret. Et c'est là tout l'intérêt de ces thérapies-là, qu'on parle d'hypnose, qu'on parle de MDR, qu'on parle ou de balayage oculaire, qu'on parle d'EFT, pardon. L'objectif pour la personne, c'est pas juste de verbaliser, mais bien de ressentir que dans sa réalité, de manière consciente, il se passe des choses. Et donc, une fois qu'il s'est amusé avec sa télécommande, amusé bien évidemment entre guillemets, eh bien à la fin, il a été obligé de repenser à ce traumatisme, mais il ne pouvait plus y repenser de la même manière. Pour une raison simple, le simple fait de ce protocole, le simple fait d'avoir été pris et choisi en démo devant tout le monde, ça l'a forcé à imaginer qu'il pouvait avoir une action dessus. Et le simple fait de prendre cet angle d'attaque lui a permis ensuite de réaliser ces changements. Alors dans la réalité, à quoi ça sert? Dans la réalité, forcément, ça ne permet pas grand-chose. Ce qui s'est passé, c'est réellement passé, mais ça évite le déni, c'est-à-dire qu'on regarde les choses en face et surtout on se rend compte qu'on a une force intérieure qui est un peu plus puissante que celle qui était prévue à la base. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vécu ça d'une manière plus simple, une fois que j'ai pris le contrôle, c'est tout l'objectif, je ne regarde plus les choses de la même manière, j'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur et surtout, si je devais utiliser une image dans mon cerveau, j'ai libéré de l'espace. C'est-à-dire que, imaginez que votre cerveau il est comprimé à 95% par ce souvenir douloureux, par cette dépression, par ce côté compliqué que j'ai vécu il y a quelques mois ou quelques années, voire même il y a des dizaines d'années. Et là, d'un seul coup, ça s'évapore, comme par magie. Imaginez tout ce que ça va changer. Imaginez tout ce à quoi vous allez pouvoir réfléchir maintenant et tous les projets que vous allez pouvoir faire. C'est exactement ce qui s'est passé pour cet enfant. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il a éteint la télé, parce que ça ne l'intéressait plus tellement, il a rouvert les yeux et puis son regard avait changé, sa respiration avait changé. Il y a pas mal de signaux physiologiques qui montraient qu'on n'était plus vraiment sur la même note de musique, on n'était plus sur la même intensité. Et il était capable, ensuite, à la fin de la démo, il était capable d'en parler à ses petits camarades.